Au dîner de Noël, mon père exclut ma fille des cadeaux, réservés aux Dubois. Ma mère ajoute qu'elle n'est pas de la famille. Au lieu de crier, je leur ai tendu un test ADN. Mon père a pâli. Le sien était négatif à 99,9%. Lors de la fête de Noël, mon père se tint devant le sapin scintillant et déclara « Seuls les petits-enfants portant le nom Dubois recevront des cadeaux ». Je regardais les 5 autres cousins applaudir lorsque leurs noms furent appelés, tandis que ma fille de 6 ans, Cassandre, restait figée, ses yeux innocents se remplissant de larmes alors qu'elle réalisait qu'on l'abandonnait. Ma mère ajouta une nouvelle épine dans la plaie. De toute façon, elle ne fait pas vraiment partie de la famille. Cassandre trembla, les larmes ruisselant sur ses joues. Pourtant, elle n'osait pas pleurer tout haut. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai calmement ouvert mon sac et en ai sorti un dossier qui y attendait depuis des semaines, fruit d'innombrables nuits blanches passées à endurer ce mépris. Je me suis tranquillement approché et l'ai placé directement dans les mains de mon père. Au moment où ses yeux ont capté l'entête légale du papier, son visage est devenu livide et son souffle s'est coupé. Ma mère, debout à côté de lui, eut la voix tremblante. « Quoi ? Que as-tu fait, Andrea ?» Je n'ai pas répondu. J'ai serré la main de Cassandre et l'ai fait sortir du manoir, laissant immédiatement la famille Dubois stupéfaite et silencieuse derrière nous, entourée de leurs piles de cadeaux de luxe. Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il y avait dans ce dossier qui pouvait faire s'effondrer instantanément une famille puissante ? Ne bougez pas. La vérité sera révélée juste après ceci. Cliquez sur s'abonner pour suivre ce voyage satisfaisant jusqu'à la fin. Les essuie-glaces de mon SUV luttaient contre la forte neige mouillée d'un décembre dans le Massachusetts, des battements rythmiques faisant écho au cou dans ma poitrine. À côté de moi, Cassandre était recroquevillée, ses petits doigts agrippant toujours l'ourlet déchiré de son manteau, son silence plus lourd que la tempête à l'extérieur. Je gardais les yeux fixés sur les feux arrière rouges flous devant, mais mon esprit était bloqué sur l'expression figée d'Arthur Dubois, mon père, alors que le poids de ce dossier manie se matérialisait enfin dans ses mains. Ce dossier n'était pas seulement du papier. C'était une frappe définitive contre 6 années où j'avais été traité comme une servante invisible dans la maison de mon enfance. Il contenait la révocation notariée de mon procuration médicale et le retrait formel de mon parrainage financier pour leur assurance de soins de longue durée. Il y a 6 ans, lorsque mon mari est décédé, je n'ai pas seulement perdu un partenaire. J'ai perdu mon ancre. J'étais retourné dans cette ville avec un enfant en bas âge et le cœur brisé, pensant que la famille serait mon sanctuaire. Au lieu de cela, je suis devenu un outil. Je me souvenais des mois épuisants après qu'Arthur Dubois eut subi son premier AVC majeur. Alors que mon frère Tristan était occupé à conclure des affaires à New York, c'est moi qui avais installé un sac de couchage sur le sol inconfortable du salon. En tant qu'infirmière pédiatrique, je connaissais les mécanismes de la récupération mieux que quiconque. J'ai donc fonctionné comme sa thérapeute privée non rémunérée pendant 4 mois. Je passais mes nuits à surveiller son taux d'oxygène et mes journées à guider ses mains tremblantes à travers des exercices répétitifs et frustrants. J'ai célébré son premier pas autonome avec plus de joie que je n'en avais ressenti pour mes propres réussites, sans jamais remarquer qu'il n'avait jamais regardé Cassandre avec la même fierté. Le coût financier était aussi lourd que le coût physique. Le manoir Dubois était une belle relique pleine de courants d'air qui coûtait une fortune à entretenir. Lorsque le revenu fixe de mes parents a commencé à s'amenuiser, je n'ai pas hésité. Chaque mois, sans faute, je virais 800 € pour couvrir les énormes factures de chauffage de cette maison. C'était 800 € qui n'allaient pas dans le fonds universitaire de Cassandre ni pour une vie meilleure pour nous. Je me justifiais en me disant que maintenir la maison de famille au chaud était mon devoir. Je gérais le labyrinthe de leurs horaires de médicaments, coordonnant avec 3 spécialistes différents et me battant contre les experts en assurance qui tentaient de refuser leurs demandes. J'étais le pont entre eux et une vieillesse confortable, un pont qu'ils traversaient chaque jour sans jamais s'arrêter pour vérifier si les fondations se fissuraient. Le dossier que j'ai laissé sur cette table en acajou était une rupture légale de ces liens. En retirant mon parrainage, je leur donnais effectivement le coût réel de leur style de vie. Dans l'État du Massachusetts, la perte d'un mandataire médical désigné avec des qualifications professionnelles signifiait que leur prime d'assurance monterait en flèche de près de 40%. Plus que cela, cela signifiait que la prochaine fois qu'Arthur Dubois ressentirait une douleur fantôme dans sa poitrine ou que Béatrice Dubois oublierait quel comprimé était pour son cœur et lequel était pour sa tension artérielle, ce ne serait pas mon téléphone qui sonnerait. Ils avaient passé des années à me dire que Cassandre n'était pas une vraie Dubois parce qu'elle portait le nom de son père.
ignorant le fait que la seule personne qui empêchait l'héritage du bois de s'effondrer sous le poids de la dette et de la maladie était la femme même qu'ils étaient en train d'aliéner. Je serrai plus fort le volant en passant la limite de la ville. La chaleur de la voiture ronronnait en contraste frappant avec le rejet glacial que j'avais subi pendant plus d'une heure. Mes parents avaient vécu dans un monde où mon travail était acquis, une ressource infinie qu'ils pouvaient exploiter, tout en traitant ma fille comme une invitée non désirée. Ils comptaient sur mon expertise pour tenir la mort à distance et sur mon compte bancaire pour maintenir les lumières allumées. Pourtant, ils n'ont pas pu trouver un seul cadeau sous un sapin de 3 mètres pour une fillette de 6 ans qui portait leur sang. Ce dossier était le seul langage qu'ils comprenaient, le langage de la valeur, du coût et de la conséquence. Alors que la neige commençait à s'accumuler sur le bord de la route, je réalisais pour la première fois depuis des années que l'air semblait plus léger. Je n'étais plus la fille chanceuse d'être incluse. J'étais une mère qui choisissait enfin son propre enfant plutôt qu'un nom qui ne signifiait rien d'autre que la douleur. La lueur ambrée d'un lampadaire balaya le visage de Cassandre une seconde fugace, révélant un regard vide dirigé vers le givre rampant sur la vitre de la voiture. Elle ne pleurait plus. Elle s'était repliée dans cette coquille silencieuse et vigilante qui me faisait toujours mal au cœur. C'était un mécanisme de défense qu'elle avait perfectionné au fil des ans, une façon de se faire assez petite pour éviter les angles vifs d'une famille qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place pour elle. Alors que les pneus ronronnaient sur la route enneigée, mon esprit dérivait vers les dizaines de petits moments déchiquetés qui nous avaient menés à cette fracture finale. Ce n'étaient pas des explosions de colère bruyantes, mais des frappes chirurgicales silencieuses contre l'estime de soi d'une petite fille, orchestrées par des personnes qui prétendaient accorder plus d'importance à la tradition qu'à toute autre chose. Je me souvenais vivement du Thanksgiving de l'année dernière, un jour qui aurait dû être consacré à la gratitude. Cassandre avait passé un mois entier à apprendre à tricoter grâce à une voisine, ses petits doigts luttant avec le fil bleu épais. Elle voulait faire quelque chose de spécial pour Arthur Dubois, son grand-père. Le jour du dîner, elle s'approcha nerveusement de lui dans son fauteuil en cuir, lui tendant une écharpe faite main légèrement inégale, mais chaude. Arthur la prit avec un hochement de tête raide et superficiel, la regardant à peine. Une demi-heure plus tard, j'entrai dans la cuisine et me figeai. Il avait posé l'écharpe sur le comptoir près du plat de dinde. Lorsqu'une éclaboussure de graisse gicla sur le marbre, il ne chercha pas une serviette en papier. Il prit l'ouvrage de Cassandre, l'utilisa pour essuyer négligemment le désordre huileux, puis jeta le tissu bleu ruiné dans le coin de la buanderie comme un chiffon usé. Cassandre avait vu cela depuis l'embrasure de la porte. Elle ne dit rien. Elle se retourna simplement et alla s'asseoir sur le porche dans le froid glacial. C'était ça, la manière du bois, traiter tout ce qui ne correspondait pas à leur moule comme jetable. Ma belle-sœur, Mélina Dubois, était l'architecte principale de cette exclusion. Mélina était une femme qui vivait et respirait pour le statut social du nom Dubois. Pour elle, Cassandre était un défaut biologique, un enfant qui partageait la lignée mais portait le mauvais nom de famille d'un père qui n'était plus dans l'image. Je me souvenais de la fête de jardin d'été où un photographe professionnel avait été engagé pour prendre la photo de famille annuelle. Mélina avait méticuleusement coordonné les tenues de tout le monde dans des nuances de crème et de marine. Quand vint le moment de la photo des petits-enfants, elle tendit physiquement la main et guida Cassandre vers le bord de la terrasse. « Juste un instant, chérie », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Cette photo spécifique est uniquement pour les petits-enfants portant le nom Dubois. Nous en avons besoin pour la page patrimoine du site web de la famille. Pourquoi n'irais-tu pas chercher un jus pendant que les vrais cousins finissent avec les vrais cousins? Les mots restèrent suspendus dans l'air humide comme un brouillard vénéneux. Les motivations de Mélina n'étaient pas seulement une question de fierté. Elles étaient profondément enracinées dans la cupidité. Elle considérait le domaine du bois, la vaste propriété du Massachusetts, les fonds fiduciaires, les investissements, comme une tarte déjà coupée trop finement. Dans son esprit, la moindre once d'affection ou de reconnaissance qu'Arthur et Béatrice montraient à Cassandre était une menace potentielle pour l'héritage de ses propres enfants. Si Cassandre était acceptée comme une véritable Dubois, elle pourrait un jour avoir droit à une place à table qu'elle était en train d'être forcée de servir. Mélina veillait à ce que cela n'arrive jamais, chuchotant constamment à l'oreille de Béatrice des questions de clarté juridique et de préservation de la lignée centrale. Chaque fois que nous leur rendions visite, je regardais Cassandre essayer de gagner son affection. Elle apportait ses bulletins scolaires avec des A, espérant une bonne note de son grand-père, pour qu'il l'ignore tout en félicitant les fils de Tristan pour leur trophée de soccer médiocre. Elle proposait d'aider Béatrice dans le jardin,
mais on lui disait qu'elle gênait pendant que les autres enfants étaient encouragés à jouer. Les cicatrices de ses rejets étaient invisibles, mais je pouvais les voir dans la façon dont Cassandre commençait à hésiter avant de parler, ou comment elle arrêtait de demander des câlins aux personnes qui ne lui offraient que des froids. Mélina et Arthur pensaient protéger un héritage, mais ils démantelaient en fait une famille. Alors que je regardais ma fille, maintenant découpée en silhouette contre l'obscurité hivernale, je réalisais que l'écharpe bleue dans le coin de la buanderie était la métaphore parfaite de nos vies là-bas. Nous étions les outils qu'ils utilisaient pour garder leur monde propre, pour n'être jetés que dès que nous devenions un inconvénient. Le ronronnement du chauffage de ma voiture semblait s'estomper alors que le souvenir de cette salle à manger revenait, plus vif et plus suffocant que jamais. Je pouvais presque sentir l'odeur lourde de dinde rôtie et de bougies de pain coûteuses, un parfum qui signalait habituellement la chaleur. Mais cette nuit-là ressemblait à la puanteur d'un piège qui se referme. La table en acajou était chargée de porcelaine fine et de cristal étincelant, une scène dressée pour une performance d'unité familiale sur le point de s'effondrer. Mon frère Tristan riait d'une blague entre initiés avec ses fils, tandis que Mélina Dubois se penchait en arrière, ses yeux balayant la pièce avec l'air exercé d'une reine, vérifiant ses sujets pour tout signe de rébellion. Béatrice était assise au bout de la table, son sourire tendu et cassant alors qu'elle attendait qu'Arthur commence la distribution annuelle de l'héritage Dubois. Avant de débarrasser les assiettes, dit mon père, sa voix tombant dans cette baryton autoritaire qui commandait habituellement le silence. Je veux prendre un moment pour reconnaître l'avenir de cette famille. Il se leva, posant ses mains burinées sur le dossier de sa chaise, ressemblant à s'y méprendre au fier patriarche d'une vieille dynastie du Massachusetts. Noël a toujours été une question de tradition dans cette maison. Il s'agit de transmettre ce que nous avons construit à ceux qui porteront notre nom avec honneur. Il marqua une pause, son regard sautant directement par-dessus Cassandre, qui était assise parfaitement immobile, ses petites mains croisées sur ses genoux. Ces cadeaux sont pour les petits-enfants qui portent le nom Dubois, une récompense pour avoir représenté notre héritage. Un par un, il appela les enfants de Tristan. Chaque garçon reçut une boîte lourde, les dernières tablettes, des montres de créateurs, des objets qui coûtaient plus que mon prêt immobilier mensuel. La pièce fut remplie du bruit du papier déchiré et des cris excités. Cassandre était assise au milieu du chaos, son expression un mélange douloureux d'espoir et de réalisation naissante. Elle fouilla dans la poche de sa robe et en sortit une petite carte faite à la main qu'elle avait passé 3 nuits à décorer avec des paillettes et des dessins de notre petit appartement. Elle se pencha en avant, ses yeux cherchant le visage d'Arthur, une supplique silencieuse pour un seul moment de reconnaissance. « Grand-père » murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit. « J'ai fait ceci pour toi. » Elle commença à faire glisser la carte sur la table vers lui. À cet instant précis, Mélina Dubois attrapa la saucière, son coude faisant un mouvement brusque délibéré qui heurta l'épaule de Cassandre. Ce n'était pas une poussée violente, mais c'était calculé. La secousse soudaine fit tournoyer la carte faite main hors des doigts de Cassandre. Je regardais au ralenti le papier coloré atterrir en plein dans une flaque épaisse et huileuse de sauce au canneberge et de sauce brune qui avait débordé près du centre de la table. Les paillettes s'éteignirent instantanément alors que le liquide pénétrait le papier cartonné bon marché, ruinant les dessins sur lesquels Cassandre avait travaillé avec tant d'amour. « Oh là là » dit Mélina, son ton dégoulinant d'une fausse préoccupation sucrée qui me donnait la chair de poule. « Main maladroite, Cassandre. Tu devrais peut-être être plus prudente près du beau linge. » Elle n'offrit pas d'aide pour nettoyer. Elle se contenta de retirer son bras. Un sourire narquois dansant au coin de ses yeux alors qu'elle regardait l'encre couler sur le papier. Cassandre ne tendit pas la main vers la carte. Elle ne regarda même pas Mélina. Elle fixa la masse détrempée et ruinée sur la table, et pour la première fois, la lumière dans ses yeux s'éteignit simplement. Ce n'était pas la tristesse d'un enfant qui n'avait pas eu de jouet. C'était le regard vide et dévastateur de quelqu'un qui avait finalement compris que peu importaient ses efforts, elle serait toujours une étrangère dans cette pièce. Elle me regarda, et dans cet échange silencieux, je vis l'effondrement de la confiance de son enfance. Elle n'attendait plus un cadeau. Elle attendait que je sois sa mère. Une clarté froide et cristalline s'installa en moi. Je réalisais que mes années de physiothérapie pour mon père, mes milliers d'euros dépensés pour leurs factures, et mon infinie patience n'avaient servi qu'à renforcer leur cruauté. Je subventionnais les personnes mêmes qui détruisaient systématiquement l'esprit de ma fille. Ma gentillesse était le carburant de leur feu. Je plongeai la main dans mon sac et sentis la texture lisse du dossier manille. Je l'avais porté pendant des semaines,
une arme dormante que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Mais alors qu'Arthur commençait à se rasseoir, satisfait de son étalage de lignage, je savais que le temps du silence était révolu. La femme qui avait dormi sur leur canapé pour sauver la vie de mon père mourut à cet instant, remplacée par une mère qui brûlerait tous les ponts pour garder son enfant en sécurité loin de leur froideur. Je me levai, ma chaise raclant vivement contre le bois dur, et plaçai le dossier sur la table juste à côté de la carte ruinée de Cassandre. Le rigoureux janvier du Massachusetts arriva avec une vengeance, apportant une série de gels profonds qui reflétaient l'isolement froid et soudain du manoir du bois. Sans le rythme quotidien de ma présence, la grande maison commença à ressembler moins à un sanctuaire de tradition qu'à une machine coûteuse et défaillante. J'avais passé 6 ans comme l'opératrice silencieuse de leur vie, et en à peine 3 semaines après mon départ, les rouages commencèrent à grincer jusqu'à un arrêt dévastateur. Les premières fissures apparurent dans la fondation même de la santé de mon père. Arthur Dubois était un homme aux habitudes rigides, mais ses habitudes étaient entièrement orchestrées par moi. J'étais la seule à comprendre la danse délicate de ces médicaments post-AVC, quels comprimés devaient être pris avec de la nourriture pour prévenir l'érosion de la paroi de l'estomac, et lesquels devaient être espacés pour éviter des chutes dangereuses de tension artérielle. Laissés à eux-mêmes, Béatrice et Arthur tâtonnaient à travers les organiseurs en plastique que j'avais l'habitude de remplir. À la 2e semaine, Béatrice, submergée par la complexité des ordonnances, doubla accidentellement la dose d'un anticoagulant puissant d'Arthur tout en oubliant complètement son stabilisateur cardiaque. Les effets secondaires qui en résultèrent furent catastrophiques. Arthur fut transporté d'urgence à l'hôpital au milieu d'un mardi soir, désorienté et souffrant d'une détresse interne sévère. Mais le véritable choc n'eut pas lieu dans la chambre d'hôpital. Il eut lieu au bureau de la facturation. Parce que j'avais officiellement retiré mon parrainage médical et révoqué mon statut de mandataire de sa santé, le service financier de l'hôpital déclencha un audit massif de sa couverture d'assurance. Sans mes qualifications professionnelles soutenant son plan de soins à domicile, les réductions accordées aux prestataires préférés disparurent instantanément. Une seule nuit en salle d'observation entraîna une facture se chiffrant en milliers, un montant qui n'aurait été qu'une fraction du coût sous ma surveillance. Alors que la crise médicale s'aggravait, la réalité financière du domaine du bois commença à saigner dans le rouge. La première facture de service public arriva, un impressionnant 900 € pour le chauffage à mi-inter de ce manoir colonial plein de courants d'air. Pendant 6 ans, cette facture avait disparu silencieusement de leur esprit, parce que c'était moi qui la payais. Maintenant, elle était posée sur la table en acajou du foyer, un présage impayé de ce qui allait arriver. Béatrice se tourna vers Tristan Dubois, s'attendant à ce que son fils d'or comble le vide que j'avais laissé. Après tout, Tristan était l'avocat influ qui vivait pour le nom Dubois. Mais la loyauté de Tristan reposait sur l'hypothèse que quelqu'un d'autre, à savoir moi, faisait le travail ingrat. Confronté au coût réel du maintien du style de vie de ses parents, son ton passa d'arrogant à évasif. J'ai mes propres frais généraux à gérer, maman, l'entendis-je dire lors d'un appel téléphonique houleux que Béatrice tenta plus tard d'utiliser pour me faire culpabiliser. J'ai 2 fils dans des ligues de hockey privées et les cotisations de club de campagne de Mélina. Je ne peux pas simplement jeter 8 cents ou 900 € par mois dans une chaudière. Andrea était celle qui voulait jouer les martyrs. Qu'elle s'en occupe. Mais je ne m'en occupais plus. Lorsque Béatrice essaya de m'appeler en pleurant au sujet du séjour à l'hôpital d'Arthur et des avis de recouvrement irrespectueux, je ne réagis pas. Je lui ai simplement dit de se référer aux documents que j'avais laissés sur la table, ce qui indiquait clairement que je n'étais plus responsable de leur logistique ou de leurs dettes. Les retombées à l'intérieur de la maison devinrent toxiques. Mélina Dubois, autrefois reine de la table du dîner, fut soudain confrontée à la perspective de devoir réellement s'occuper de ses beaux-parents. Elle n'avait aucune intention de changer un pansement ou de surveiller un tensiomètre. L'héritage du bois dont elle aimait se vanter ne semblait plus si glorieux lorsqu'il impliquait de nettoyer un vieil homme malade. La famille commença à se dévorer avec Mélina et Tristan se disputant pour savoir qui devrait payer une infirmière professionnelle et Béatrice les accusant tous deux d'attendre qu'Arthur meure pour liquider le domaine. Le manoir, autrefois symbole de fierté, était devenu un champ de bataille, où la seule chose préservée était la cupidité. Le silence du manoir du bois ne signifiait pas la paix. C'était l'immobilité lourde et suffocante qui précédait une attaque prédatrice. Lorsque les murs financiers et médicaux commencèrent enfin à se refermer sur mes parents, Béatrice Dubois ne répondit pas par la réflexion ou les excuses. Au lieu de cela, elle se réfugia dans la seule défense qu'elle avait jamais connue, la manipulation. Fin février,
le désespoir de me forcer à reprendre mon rôle de servante non rémunérée atteignit son paroxysme. Béatrice, sachant que ma licence professionnelle d'infirmière était ma bouée de sauvetage, décida de frapper au cœur de ma carrière. Elle s'associa à l'un des fils adolescents de Tristan, un garçon qui était un sorcier avec un logiciel de montage numérique et qui avait été élevé pour me considérer comme une traîtresse au nom de famille. Un mardi après-midi, alors que je préparais le dîner pour Cassandre dans notre appartement silencieux, mon téléphone fut inondé de notifications de mon superviseur infirmier et de quelques collègues que je considérais encore comme des amis. Béatrice Dubois avait envoyé un email au conseil d'administration de la clinique où je travaillais, joignant une série d'images granuleuses et troublantes. Les photos semblaient me montrer dans la chambre d'Arthur, mon visage tordu de colère planant au-dessus de lui avec une main levée, tandis qu'un autre cliché me représentait fourrant plusieurs flacons de ces médicaments cardiaques coûteux et haut de gamme dans mon sac personnel. C'était une exécution professionnelle calculée. Elle n'essayait pas seulement de blesser mes sentiments. Elle essayait de s'assurer que je ne pourrais plus jamais travailler dans l'État du Massachusetts. Le message était clair. Si je ne revenais pas au manoir pour m'occuper d'eux selon leurs conditions, ils brûleraient ma vie jusqu'aux fondations. Ce que Béatrice ne réalisait pas, c'est que l'instinct de protection d'une infirmière s'étendait bien au-delà du chevet. Il y a 1 an, après le premier AVC d'Arthur Dubois et sa première chute terrifiante au milieu de la nuit, j'avais pris une précaution pratique que je n'avais jamais pris la peine de mentionner au reste de la famille. J'avais installé une caméra de sécurité discrète à détection de mouvement dans le coin de sa chambre, camouflée près de la bibliothèque. À l'époque, mon seul objectif était de surveiller sa stabilité et de m'assurer qu'il n'était pas étendu sur le sol sans aide pendant que le reste de la maison dormait. J'avais l'application sur mon téléphone, une archive cloud de chaque heure que j'avais passée dans cette pièce. Je me suis assise à ma table de cuisine, les mains stables alors que je me connectais au serveur sécurisé. Je n'ai pas seulement trouvé les séquences originales non modifiées des moments que Béatrice avait essayé de falsifier. J'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus puissant. J'ai regardé la vidéo brute du jour où ces photos de vol étaient censées avoir eu lieu. Dans les séquences réelles, je ne volais pas de médicaments. J'étais en train de les inventorier soigneusement, vérifiant les dates de péremption et les recoupant avec les papiers de sortie de l'hôpital pour m'assurer qu'Arthur n'était pas surmédicamenté. Mon visage n'était pas tordu de rage. Il était marqué par la concentration patiente et fatiguée d'une fille qui faisait le travail de 3 personnes gratuitement. Mais alors que je faisais défiler les archives, la caméra capta la réalité silencieuse et déchirante de la vie de Cassandre dans cette maison. Je vis des séquences dont je n'avais même pas connaissance. Il y avait un clip de Cassandre entrant timidement dans la chambre d'Arthur avec un verre d'eau, pour qu'il lui montre la porte sans la regarder. Ses lèvres se retroussèrent dans un rejet silencieux qui fit s'affaisser ses épaules alors qu'elle se retirait. Je vis Béatrice Dubois entrer dans la pièce après mon départ, ramasser un dessin que Cassandre avait laissé sur la table de nuit et le jeter à la poubelle avec un air de pure contrariété glaciale. La caméra avait été un témoin silencieux des années de micro-agression et de l'effacement silencieux de l'existence de ma fille. Je n'ai pas appelé ma mère pour la supplier. Je n'ai pas crié après Tristan pour avoir permis à son fils de participer à un crime. Au lieu de cela, j'ai téléchargé soigneusement les fichiers haute définition, les séquences originales et non altérées de la prétendue maltraitance, et les clips supplémentaires de leur froideur émotionnelle. J'ai rédigé un seul email concis. J'ai joint les preuves vidéo qui prouvaient que les photos étaient une fraude numérique. Et j'ai mis en copie non seulement mon superviseur, mais aussi le conseil juridique de la famille Dubois et tout le groupe de discussion de la famille élargie. J'ai fourni les eurodatages qui montraient exactement quand les modifications avaient été apportées. Béatrice avait voulu utiliser la vérité comme une arme, mais elle avait oublié que la vérité est une chose solide et inflexible. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, je sentis un poids se lever que je portais depuis le jour où j'étais rentré chez moi. Ils avaient essayé de détruire mon avenir pour préserver leur confort, et ce faisant, ils m'avaient fourni la preuve finale dont j'avais besoin pour partir et ne jamais regarder en arrière. Au moment où le gel têtu du Massachusetts céda enfin à la chaleur pâle d'avril, le monde tel que la famille Dubois le connaissait s'était complètement transformé en une réalité à laquelle il n'était pas préparé à faire face. La neige fondue sur les routes avait disparu, remplacée par les crocus en fleurs que Cassandre et moi regardions depuis le balcon de notre nouvel appartement dans une ville à 3 heures de là. Dans ce nouvel endroit, l'air ne se sentait pas lourd du poids des attentes ou de la froideur de l'exclusion. Le silence ici n'était pas une arme. C'était une toile. Ma carrière était intacte, grâce aux preuves vidéo incontestables qui avaient réduit au silence la tentative désespérée de sabotage de ma mère.
La communauté professionnelle avait vu la vérité, et le contre-coup des actions de Béatrice l'avait laissée socialement isolée parmi les cercles mêmes qu'elle avait passé sa vie à essayer d'impressionner. De retour à l'ancien manoir colonial, le panneau à vendre était enfoncé dans la boue dégelée de la pelouse avant. C'était un spectacle que beaucoup en ville trouvaient choquant, mais pour moi, c'était la conclusion inévitable d'une maison bâtie sur une fierté creuse. La santé d'Arthur Dubois continuait d'être une dépense volatile que la famille ne pouvait plus subventionner avec mon travail gratuit. La montagne de factures médicales combinée à la perte du soutien financier mensuel que j'avais fourni pendant des années avait créé une dette que même les manœuvres juridiques de Tristan Dubois ne pouvaient effacer. Tristan, fidèle à sa nature, avait refusé de puiser dans ses propres économies privées pour sauver la maison de famille, choisissant plutôt de protéger ses actifs personnels. Sans un martyr pour payer les factures et une infirmière pour fournir les soins, l'Empire Dubois fut liquidé pour payer un établissement de soins assistés professionnels, un établissement beaucoup plus petit et moins prestigieux que le manoir dont ils furent forcés de partir. J'ai appris par un cousin éloigné que l'atmosphère pendant le déménagement final était toxique. Mélina Dubois s'était apparemment plainte sans arrêt de la perte de l'héritage, tandis que Béatrice et Arthur étaient laissés à réaliser que les fils qu'ils avaient priorisés par rapport à moi étaient les premiers à suggérer de vendre les meubles. Ils avaient choisi un nom et une lignée plutôt qu'une fille et une petite fille. Et en fin de compte, ce nom ne pouvait fournir ni une seule heure de soins au chevet ni un seul euro de soutien sincère. Ils étaient laissés avec le goût amer d'un héritage qui n'avait pas de cœur. Pour Cassandre et moi, la transition fut marquée par une cérémonie de notre propre crue, silencieuse et profonde. Nous nous assîmes ensemble à la petite table en bois de notre cuisine ensoleillée, entourée de cartons à moitié déballés et de l'odeur du café frais. J'avais les documents juridiques étalés devant nous, les documents pour notre changement de nom officiel. Je dis à Cassandre qu'elle n'avait pas apporté le nom de son père si cela lui rappelait la perte, et elle n'avait certainement pas apporté le nom du bois qui avait servi de clôture pour la tenir à l'écart. « Tu peux choisir, Cassandre, lui murmurai-je, lui tenant la main. Comment veux-tu que le monde nous appelle ? Elle regarda par la fenêtre le ciel bleu clair, son expression réfléchie et remarquablement mature pour une enfant de 7 ans qui avait tant vu. Elle n'a pas choisi un nom basé sur l'histoire ou le prestige. Elle a choisi un mot qui, selon elle, lui rappelait la façon dont le soleil se sentait sur son visage lors de notre première matinée dans le nouvel appartement. Elle a choisi Sterling. Pour elle, cela sonnait comme quelque chose de brillant, d'incassable et de nouveau. La regardant signer son nouveau nom avec un trait de stylo, je réalisais que la plus grande victoire n'était pas de voir le manoir Dubois être mis en vente. Ce n'était pas de voir Tristan et Mélina se précipiter pour expliquer leur cupidité au reste de la ville. La véritable victoire était le regard de paix absolue dans les yeux de ma fille. Je l'avais protégée. Je lui avais montré que sa valeur personnelle n'était pas un moyen de négociation à échanger contre l'approbation d'un grand-père ou une place à une table qui ne la voulait pas. La leçon que j'ai apprise, et celle que j'espère restera avec quiconque écoute cette histoire, est que la famille n'est pas un statut dont on hérite. C'est un lien que l'on gagne par la cohérence et le soin. Un nom sur un document légal ou une goutte de sang partagée n'a aucune signification s'il est utilisé pour justifier la cruauté. La vraie famille est la personne qui dort sur un plancher de bois dur pour surveiller votre respiration après un AVC. C'est la personne qui paie vos factures sans demander de crédit. Mais surtout, la vraie famille est celle qui brûlera le pont le plus prestigieux de la ville juste pour s'assurer qu'un enfant n'ait jamais à se demander s'il est suffisant. Cassandre Sterling est suffisante. Elle l'a toujours été. Et alors que nous sortions ensemble dans le soleil printanier, je savais que pour la première fois de nos vies, nous n'étions pas seulement une partie d'une famille, nous étions